Madame, monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Avant de commencer, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, c'est un vrai coup de pouce, justement. Pensez aussi à écrire juste en bas dans les commentaires et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne de TVL. À la une ce soir, la discussion de Donald Trump et Vladimir Poutine pour faire avancer la paix. Demain, les deux dirigeants doivent se parler au téléphone, un premier pas vers des négociations sérieuses qui pourraient même remettre en selle l'Europe. Encore faudrait-il qu'elle le veuille. Nous reviendrons ensuite sur le confinement qui a démarré il y a 5 ans jour pour jour et dont nous payons encore le prix aujourd'hui. Et puis, le sketch des retraites va-t-il être relancé par François Bayrou ? Après de nouvelles déclarations sur l'âge légal de départ, le Premier ministre semble avoir remis une pièce dans la machine. Les choses sérieuses vont commencer pour l'Ukraine. Mardi, Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir par téléphone pour faire avancer les négociations de paix. Un contact direct qui symbolise une véritable entrée en matière alors que les soldats ukrainiens sont dans une situation de déroute dans le saillant de Koursk. Le point tout de suite. La paix se profile et les Ukrainiens sont à la peine alors que l'offensive sur Koursk devait constituer pour Kiev une véritable prise de guerre en guise de monnaie d'échange dans les négociations. Les manœuvres sur le terrain anéantissent tous les espoirs ukrainiens. À l'heure actuelle, le territoire russe occupé par Kiev est très circonscrit et ne devrait plus tenir longtemps au vu de la retraite que les soldats ont dû battre. Le spécialiste en gestion de crise, Hervé Carès, revient sur cette défaite stratégique. De nombreux matériels lourds ont dû être abandonnés ou ont été détruits lors de cette retraite. Tous les soldats ukrainiens relatent une retraite très très difficile, sans moyens logistiques et sans munitions. C'est l'aboutissement en fait d'une manœuvre russe qui date d'il y a plusieurs mois et qui consistait à resserrer l'étreinte autour de l'axe logistique qui permettait aux forces ukrainiennes les plus avancées d'être alimentées en matériel divers et puis en munitions et également sur le plan des moyens de vie. Ce que l'on peut regretter, c'est que les Ukrainiens n'aient pas eu la présence d'esprit au plan stratégique après un mois d'incursion de faire une retraite en bon ordre après avoir donné une forme de leçon au pouvoir russe. Et de facto, plus ils se sont entêtés à tenir ce territoire, plus ils ont offert des opportunités aux Russes, non seulement pour détruire les forces qui étaient dans ce territoire, mais surtout, ça a permis aux Russes de poursuivre leurs avancées dans le Donbass, parce qu'il faut bien comprendre que ces forces qui étaient ukrainiennes, qui étaient engagées dans cette opération, c'était la réserve stratégique ukrainienne et des forces qui étaient bien équipées et motivées. L'offensive sur Koursk aura donc gaspillé beaucoup d'énergie ukrainienne pour se terminer sans véritable poids. Un avantage en moins pour les Ukrainiens à la veille d'une discussion historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine après plusieurs rendez-vous bilatéraux ces dernières semaines. De quoi donner l'impression que les choses sérieuses vont enfin commencer mardi. Les négociations n'ont pas commencé. Pour l'instant, il n'y a eu que des entretiens bilatéraux, d'abord entre la Russie et les États-Unis, mais sur un spectre très très large. Et puis entre l'Ukraine et les États-Unis sur cette notion de cessez-le-feu. Les Ukrainiens, il est logique qu'ils demandent un cessez-le-feu. Leurs forces sont en train de souffrir. Imaginons qu'elles ont un genou à terre. C'est pas du tout l'intérêt des Russes d'arrêter leurs opérations offensives, puisque le but des Russes, c'est justement d'arriver à une forme de capitulation militaire et peut-être même sociétale d'ailleurs, avec la fatigue du peuple ukrainien vis-à-vis des destructions des infrastructures vitales. Et en l'état, les Russes n'ont pas conquis tous les oblasts qu'ils revendiquent, mais dans le cadre des négociations, des conditions pour entrer en négociation, ils maintiennent l'évacuation des forces ukrainiennes des oblasts, des parties des oblasts qui n'ont pas encore conquis. Bon, ça, sur le plan politique et même militaire, ce n'est pas acceptable pour Kiev, parce que ce n'est pas la réalité du terrain. Et ensuite, au plan politique interne, ce serait très très compliqué pour le pouvoir actuellement en place en Ukraine de justifier de tous les sacrifices qui ont été réalisés pendant ces 3 ans de guerre. Une guerre coûteuse en hommes qui oblige chaque partie à ne pas céder sur ses objectifs lors des négociations, et ce, même si l'Ukraine est en position de faiblesse. Côté russe, les conditions relèvent de 3 natures différentes. Il y a 3 domaines pour les négociations qui vont s'ouvrir. Bien sûr, le territoire ukrainien, et notamment celui qui est revendiqué par les Russes. Ensuite, il y a donc les conditions de sécurité, c'est que les 2 belligérants actuels directs vont demander des conditions de sécurité assurant une paix durable. Et le 3e point, bien sûr, ce sont les sanctions économiques.
et les sanctions économiques qui ont été édictées par les États-Unis, mais également par l'Europe. Et je pense que c'est sur ce point-là que peut-être les Russes pourraient être conduits à être plus souples sur la partie territoriale. Non pas sur les conditions de sécurité, mais sur la partie territoriale. De possibles concessions territoriales en échange d'allégements économiques, un accord qui pourrait alors résonner comme une véritable aubaine pour l'Europe. En effet, si Vladimir Poutine avançait dans ce sens, il serait l'occasion pour nos nations de revenir d'une façon ou d'une autre dans les négociations, sauf si Emmanuel Macron, étouffé par ses ambitions de guerre, rate à nouveau cette nouvelle et dernière opportunité. Il y a 5 ans, vous étiez sûrement enfermé chez vous, et TVL est resté à vos côtés d'ailleurs. Mais le confinement n'est pas seulement un mauvais souvenir, ses conséquences se font encore largement sentir. Le point de Renaud de Bourleuf. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Le 17 mars 2020, vous étiez enfermé à domicile. Les 15 jours annoncés par Emmanuel Macron se sont transformés en 2 mois et demi. Les familles entières étaient enfermées dans leur domicile, ne pouvant sortir que de façon exceptionnelle avec le papier « attestation de déplacement dérogatoire », le tout avec des contrôles policiers à la clé. C'est ainsi qu'une infirmière a pu être verbalisée après plusieurs heures de garde pour avoir oublié son attestation, ou encore qu'un homme a eu la même sanction alors qu'il cherchait à rendre visite à son père mourant. Pendant cette période de 2 mois d'incertitude et de déclarations contradictoires des gouvernants, la France était à l'arrêt. Les écoles et les universités étaient fermées et les salariés se retrouvaient en télétravail ou au chômage partiel. Certains secteurs sont lourdement affectés, notamment la restauration. Jusqu'au 10 mai, les bars et restaurants sont entièrement fermés, mis à l'arrêt que les professionnels apprendront quelques heures avant son entrée en vigueur. Mais entre l'activité partielle, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État et les reports de cotisations sociales, plus de 206 milliards d'euros d'argent public ont été mis sur la table en 1 an. Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources. Sur un très court terme, peut-être, mais 5 ans plus tard, on recense pour la seule année 2024 66 000 défaillances d'entreprises en 1 an, un record, et surtout une catastrophe qui touche des pans entiers de l'économie. L'économiste Philippe Murer revient sur le chaos économique provoqué par le confinement. Le vrai problème du confinement, le premier problème, la première conséquence, c'est la dette publique qui s'est envolée. La période Covid où on a fermé les restaurants, on a imposé la fermeture des magasins et même des usines au départ, et on a payé les gens à rester chez eux. Et en fait, ça a coûté très très cher à l'État français. Il y a eu des dépenses directes et des dépenses indirectes en perte de recettes fiscales. En fait, ça a coûté 300 milliards d'euros d'endettement public à la France. Aujourd'hui, on cherche quelques milliards d'euros auprès des Français en disant il faut la retraite à 64 ans, voire peut-être à 67 ans pour économiser 5 milliards. Mais là, ils ont claqué 300 milliards d'euros de dette publique supplémentaire, d'endettement public. Et c'est vraiment, on le paye aujourd'hui, on a ce boulet de l'endettement public qui est dû en partie au confinement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les entreprises aussi ont été endettées par l'État. L'État a dit, on va fermer pour vous sauver de ce virus qui va tous vous tuer. Il faut fermer les entreprises, on vous donne un peu d'argent, mais comme il n'y en a pas assez, prenez des prêts, des PGE, des prêts garantis par l'État. Donc les entreprises ont emprunté de l'argent garanti par l'État, mais c'est elles qui ont remboursé ces prêts. C'est elles qui continuent à rembourser ces prêts, et ça a été des prêts pour 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros pour des petites entreprises qui ont pris des prêts pour se sauver, pour ne pas mourir en étant fermées, eh bien, on le paye avec 67 000 faillites en 2024. On a un vrai problème de faillite de PME dû à ces prêts garantis par l'État qui ont été imposés par l'État français pour qu'elles puissent s'en sortir alors qu'on leur demandait de fermer. Après le déconfinement, le retour à la normale s'est fait attendre. De plus, le confinement a établi des habitudes qui sont restées. D'abord, le chômage partiel a conduit des professionnels à être payés pour rester chez eux sans travailler. Ensuite, le travail à domicile est devenu une voie recherchée. Entre 2019 et 2023, la part des personnes salariées pratiquant le télétravail, au moins occasionnellement, passe de 9% à 26%. Parmi ceux qui ne télétravaillent pas, au moins 1 sur 10 jugent que leur poste est compatible avec l'activité à domicile et voudraient en profiter. Mais en novembre 2024, une étude de la DARES estime que, d'une manière générale, les télétravailleurs ont davantage d'autonomie et travaillent de manière moins intense lorsqu'ils sont à distance plutôt que sur site.
Par ailleurs, de plus en plus de directeurs souhaitent restreindre cette possibilité qui nuit à l'efficacité de leur entreprise. Au moment du confinement, et même pendant toute la période Covid, le gouvernement a dit aux chefs d'entreprise, demandez aux salariés de télétravailler, et tout le monde a pris l'habitude du télétravail. Le problème, c'est que le télétravail, c'est apprécié par certains salariés, mais c'est pas très apprécié par les entrepreneurs et par beaucoup d'autres salariés parce que c'est une plaie pour les entreprises. Les gens sont plus en équipe, sont plus sur place. Pour faire des réunions, des rendez-vous, ça devient compliqué, donc les entreprises fonctionnent moins bien, les gens sont moins connectés les uns les autres directement physiquement, et donc c'est une plaie, et il y a beaucoup d'entreprises qui disent ça suffit le télétravail parce que ça affecte le fonctionnement de l'entreprise, c'est négatif pour l'entreprise et il y a certains salariés qui ne veulent pas revenir dessus. Alors le télétravail pour les mamans qui vont amener leurs enfants au sport le mercredi pour 1 heure, pourquoi pas? Je veux dire, ça c'est humain, c'est une bonne chose. Le télétravail pour se faire plaisir chez soi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, ni pour les gens, ni pour l'entreprise au final. Au-delà du travail, c'est toute la société qui a été affectée, et ce, dès le plus jeune âge. Les élèves de primaire ont vu l'apprentissage des savoirs fondamentaux interrompu. Dès la fin de l'année 2020, les évaluations nationales montraient des résultats en baisse pour l'ensemble des élèves de CP, CE1 et 6e. Notons que le confinement ne sera pas la seule cause. En effet, alors que les écoliers feront leur rentrée scolaire avec leur masque, de nombreux enseignants affirmeront que cela les gêne dans l'apprentissage de la lecture. Je vois un autre problème qu'ils ont créé, c'est l'état psychologique de la population. Parce qu'on a demandé aux Français de rester chez eux, avec leur famille. Alors, déjà avec le problème des gens qui avaient des petits appartements et qui se retrouvaient les uns sur les autres pendant des mois. Pendant 1 semaine, c'est amusant. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est beaucoup moins amusant. Et quand ça dure, en plus avec des confinements à répétition, là, ça devient franchement très fatigant. Donc les gamins n'ont pas pu aller à l'école. Ils ont eu des cours de moyen niveau parce que les enseignants, ils sont pas là pour faire du télétravail. Hein. Justement, ils sont pas là pour enseigner. C'est beaucoup mieux quand il y a la présence physique des enfants. Puis on est sûr qu'ils sont là, qu'ils écoutent. Ils ont été abreuvés. Tous les Français ont été abreuvés par la peur de cette maladie qui va tuer tout le monde. Alors en fait, elle n'a pas tué du tout le monde. C'est la première fois qu'on avait fait cette folie de confinement. Donc cette propagande de peur, ça a créé des dissensions dans les familles. Ceux qui étaient d'accord avec le gouvernement, qu'il fallait tous avoir peur, et ceux qui disaient non, quand même, il faut quand même vivre, quoi. L'important, c'est de vivre. Des jeunes qui ont été particulièrement touchés, tout ça fait une population qui est un peu en état dépressif. On le regrette tous, où il n'y a pas de projet d'avenir, où il y a un pessimisme généralisé et puis moins d'envie de travailler. Donc, en abîmant la population française, en la forçant à rester chez elle pendant des mois, en lui assénant une propagande de peur, Macron et la classe politique ont franchement sapé l'avenir du pays. On peut beaucoup leur en vouloir pour ça et il faudra qu'ils rendent des comptes sur ça. C'était un dossier qu'on pensait un peu dépassé, mais François Bayrou l'a rouvert pour des raisons électorales. Et désormais, la réforme des retraites peut mettre en danger le chef du gouvernement lui-même. Les explications d'Olivier Frère-Jacques. Il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Un nom qui met le feu aux poudres. Dimanche, le Premier ministre François Bayrou a relancé la polémique autour de la réforme des retraites. S'en est suivi une véritable cacophonie dans les rangs du gouvernement, avec le ministre de l'économie qui a à moitié contredit ses propos et d'autres ministres qui l'ont soutenu, à l'image du ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. La position du gouvernement, elle est exprimée par le Premier ministre. Ma position, je le redis, et je sais que c'est partagé par le Premier ministre, c'est aux partenaires sociaux de décider. La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste, c'est pas réaliste. De son côté, l'ancien Premier ministre et désormais candidat à la présidentielle, Édouard Philippe, y est allé de son petit couplet en dénonçant l'organisation du conclave des retraites, nom qui a été donné au rendez-vous initié par François Bayrou avec les syndicats pour renégocier la réforme des retraites. À gauche, les propos du Premier ministre ont été critiqués, notamment dans les rangs des centrales syndicales. Denis Gravouille, membre du bureau confédéral de la CGT, chargé de l'emploi, des retraites et du chômage, a même évoqué une trahison. Il y a une trahison des engagements du Premier ministre qui s'était engagé devant le Parlement, devant nous, à pouvoir discuter librement. Le syndicat Force ouvrière, qui avait senti le coup fourré, avait déjà claqué la porte des discussions dès le début des négociations. Au-delà de la gauche syndicale, ce sont toutes les forces politiques du nouveau Front populaire qui se sont émues de ces propos. Mais ces gauches sont trop faibles numériquement et ce pourrait bien être une nouvelle fois le Rassemblement national qui soit placé dans le rôle d'arbitre. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a ainsi dénoncé la diversion gouvernementale et a brandi la menace d'une censure. Donc faire du conclave,
Donc fin du conclave. La réalité, c'est ça. Ils ont trouvé, enfin ça y est, ils ont trouvé une raison de ne pas revenir sur la réforme des retraites. Ils ont dit ah mais là il y a l'Ukraine et la Russie, plus possible de rien faire dans le pays. C'est-à-dire que on parle plus des retraites, on parle plus d'immigration, on parle plus de sécurité, on parle plus du Mercosur, on ne parle plus de rien. On est des gens libres. On a toujours considéré qu'on censurait quand on devrait censurer sur le motif qui nous paraîtrait important. C'est un motif important. François Bayrou le met aujourd'hui en débat. On va voir ce qu'il propose derrière. La balle parlementaire pourrait rapidement se trouver dans le camp du RN qui devra néanmoins éviter de froisser son électorat qui est probablement majoritairement contre la réforme des retraites mais qui ne se satisfera pas d'un chaos politique qui pourrait résulter d'une nouvelle dissolution en cas de censure du gouvernement. Les syndicats, eux, peuvent tenter de relancer la machine dans la rue avec le soutien des partis de gauche qui pourraient saisir l'occasion pour tenter de se rabibocher. François Bayrou pourrait ainsi parvenir à relancer un mouvement social né en décembre 2019 pour une réforme votée seulement en mars 2023. La question des retraites devrait, quoi qu'il en soit, demeurer un élément central du débat politique dans la perspective de 2027, alors que le système tel qu'il existe, même après réforme, est à l'agonie. Chaque candidat potentiel et chaque parti devra ainsi se prononcer dans ce qui s'apparente de plus en plus à un véritable jour sans fin. Et partons à présent faire le tour de France. Le candidat français des néoconservateurs atlantistes est désigné. Raphaël Glucksmann, mari à la ville de la journaliste Léa Salamé, a tenu le congrès de son mouvement Place Publique, l'occasion de se déclarer candidat à la présidentielle de 2027, après avoir été reconduit à la tête de son parti. Un parti qui avait fait le choix de ne soutenir aucun candidat lors de la précédente élection de 2022. Raphaël Glucksmann, candidat plébiscité par les médias, est sorti des radars français pendant plusieurs années, durant lesquelles il a notamment été le conseiller spécial du président géorgien Mikhail Saakashvili entre 2009 et 2012, période durant laquelle il était marié à Eka Zouladze, une géorgienne qui avait adopté la nationalité ukrainienne avant de devenir ministre du gouvernement Yatsenyuk entre 2014 et 2016, au moment de la révolution de couleur dite de Maïdan, dont les implications des néoconservateurs, à l'image de Victoria Nuland et son mari Robert Kagan, ne sont plus à démontrer. Peut-on faire pire pour Paris qu'Anne Hidalgo ? C'est en tout cas l'objectif que semble s'être donné David Béliard. Largement en avance dimanche lors de la primaire écologiste pour les municipales de 2026 avec 48% des voix, il affrontera au second tour Anne-Claire Bou. Dans une récente interview aux Parisiens, il s'était déclaré fier que Paris soit une ville woke, féministe et antiraciste. L'adjoint d'Anne Hidalgo au transport ne rougit pas du bilan de celle-ci. Il regrette toutefois la fracture de la société parisienne avec des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Il faut dire qu'en qualité d'adjoint au transport, il porte une lourde responsabilité dans la ségrégation spatiale et donc sociale de la capitale qui n'en finit plus de perdre des habitants. La lutte contre la drogue s'invite au Palais Bourbon. Ce lundi, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à réformer la lutte contre le narcotrafic. Au cœur de cette proposition, adoptée à l'unanimité par le Sénat, une refonte du statut de repenti. Proposée il y a un an par l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, cette proposition de loi d'inspiration italienne vise à accorder un statut spécial aux membres de crimes organisés qui choisiraient de collaborer avec la justice. L'objectif est d'inciter plus de criminels à choisir cette voie en leur accordant une plus grande mansuétude qu'aujourd'hui. Si les crimes de sang avaient d'abord été exclus du dispositif, ils en font désormais partie. Étienne Blanc, sénateur LR et co-auteur de cette loi, a en effet déclaré « Écarter les crimes de sang, c'est se priver d'un grand nombre d'affaires compte tenu de la quantité des faits de violence liés au narcotrafic ». À noter que si la proposition de pouvoir activer des téléphones portables ou autres appareils électroniques pour écouter les propriétaires a été écartée en commission, elle pourrait revenir sur le tapis avec le lot d'abus qui vont avec. L'école libre sous surveillance. Dimanche, le ministre de l'Éducation Elisabeth Borne a annoncé un renforcement du contrôle des établissements privés sous contrat. Une déclaration faite dans le contexte de l'inspection du groupe scolaire Notre-Dame de Bétharram dans les Pyrénées-Atlantiques. Le collège-lycée fait actuellement l'objet d'une enquête pour violences physiques et sexuelles. Rappelons que le Premier ministre François Bayrou est accusé de mensonges au sujet de l'école où son épouse donne des cours de catéchisme et où leurs enfants étaient scolarisés. Il continue de parler d'une manœuvre de déstabilisation. Reste à savoir si l'affaire Bétharram pourrait être instrumentalisée pour restreindre l'enseignement privé. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Le nouveau Premier ministre du Canada, déjà à Paris, fraîchement arrivé aux affaires dans ce vaste pays d'Amérique du Nord, Marc Carney a entamé son premier voyage officiel en France. Reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée pour un déjeuner de travail lundi matin, il cherche à renforcer les liens économiques, commerciaux et militaires avec Paris. Ce déplacement, qui précède une visite à Londres, intervient dans un contexte de tension avec les États-Unis. Le chef du gouvernement entend ainsi diversifier les alliances du Canada et consolider son partenariat stratégique avec l'Europe. Les discussions entre les deux chefs d'État auraient également porté sur la guerre en Ukraine et les crises mondiales.
Coup de vent sur le renseignement israélien. Benjamin Netanyahou a annoncé son intention de limoger le chef du Shin Bet, les services d'espionnage. La raison, une rupture de confiance entre le Premier ministre israélien et Ronen Bar, en place depuis 2021, en toile de fond de cette éviction le 7 octobre. En effet, de plus en plus de documents officiels pointent du doigt la responsabilité du gouvernement de Netanyahou dans l'incapacité à empêcher l'attaque du Hamas. Dans ce cadre, le patron du Shin Bet pourrait servir de fusible, pour ne pas dire de bouc émissaire. Ce dernier explique pour sa part qu'il souhaite conserver son poste dans une période particulièrement dangereuse où une reprise des hostilités pourrait avoir lieu alors que les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu avec le Hamas patinent. Le Caucase va-t-il retrouver la paix ? Depuis jeudi, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'apprêtent à conclure un accord visant à mettre un terme à la guerre qui sévit entre les deux pays autour de la région du Haut-Karabagh. L'accord comprendrait la renonciation aux revendications territoriales, l'établissement de relations diplomatiques et la réouverture des frontières entre les deux États. Reste à savoir si les tensions sont totalement éteintes. L'Arménie a reproché dans son communiqué à l'Azerbaïdjan d'avoir annoncé l'accord de paix de façon unilatérale au lieu d'une déclaration commune. La crise politique se poursuit en Serbie. Samedi, entre 275 000 et 325 000 personnes menées par des étudiants ont défilé à Belgrade contre la corruption dans l'une des plus grandes manifestations de l'histoire récente du pays. Ce mouvement, né de la colère face à un système jugé gangréné, a déjà poussé le Premier ministre Miloš Vučević à démissionner en janvier. Malgré une dispersion calme de la manifestation, des tensions émergent. Le gouvernement est accusé par les protestataires de subversion, tandis qu'une polémique a éclaté sur l'usage présumé d'un canon sonique lors du rassemblement. À l'origine de ces manifestations en Serbie se trouve l'effondrement meurtrier de l'auvent de la gare de Novi Sad, pourtant toute neuve, le 1er novembre 2024. Un incident qui a fait 15 morts. Selon Nikola Mirković, spécialiste de la vie politique serbe, il ne s'agirait pas ici d'une révolution de couleur, comme il a pu le dire au micro de Russia Today. Ce qu'on voit actuellement en Serbie n'est pas une révolution de couleur typique, comme on l'a connu deux fois en Ukraine, comme on l'a connu en Géorgie. Il n'y a pas eu de drapeau de l'Union européenne, il n'y a pas eu de drapeau de l'OTAN. On avait plutôt une jeunesse serbe qui était dans la rue, plutôt patriotique, plutôt conservatrice, qui défilait derrière des icônes, derrière des croix, derrière beaucoup de drapeaux serbes. Donc on est vraiment aux antipodes du programme politique bruxellois ou washingtonien habituel. Il n'y avait pas Bernard-Henri Lévy sur place auprès des manifestants. Donc je pense qu'il faut dissocier la révolution de couleur de ce qu'on voit actuellement en Serbie. Le président serbe Aleksandar Vučić a été mis en cause par certains manifestants, mais pour l'heure, ce dernier est parvenu à maintenir un équilibre en faveur de son pays en continuant de travailler avec Moscou et Bruxelles. Et nous approchons déjà de cette fin d'édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Politique et Écho. Pierre Bergerot reçoit le président de l'UPR, François Asselineau, pour évoquer les coups de la guerre d'Emmanuel Macron contre Poutine. Est-ce que vous imaginez Poutine arrivant en France avec les armées russes, se coltinant des Sandrine Rousseau qui est non, mais un pays ruiné, désindustrialisé, enfin non, il n'a surtout pas envie de se mêler de ça, surtout pas. Donc en fait, il s'agit d'une volonté de Macron de faire peur à la population parce qu'il sait qu'il est vomi par 80% des Français. Et donc, il y a en plus de ça, ces affaires récurrentes, son histoire de couple qui ronge la société française, dont personne ne parle, mais dont dans les médias on n'en parle pas, mais tout le monde en parle dans la vie privée. Tout ça, ça ronge le régime. Ce ne sont que des échecs absolument partout. On apprend encore aujourd'hui, si vous voulez, des échecs économiques considérables. Et je pense que c'est une diversion qu'il a à l'esprit de faire peur. Également au programme, le Zoom du jour. Le journaliste américain Rob Dreher, ami personnel du vice-président des États-Unis J.D. Vance, présente son ouvrage « Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.